Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons notre formation avec aujourd'hui comment accéder au marché financier, comment accéder au Forex, mais plus généralement comment accéder au marché financier. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, je vous les recommande. Les 2 premières vidéos de notre playlist nous ont permis de pouvoir aborder tous les sujets que vous pouvez voir ici. Et si ces sujets ne sont pas encore clairs pour vous, allez les suivre avant de continuer avec cette vidéo. L'objectif pour nous dans cette vidéo, c'est de comprendre comment accéder au marché financier, comment ça fonctionne exactement. Comme vous le savez déjà, avec les exemples précédents qu'on a eu à faire dans les précédentes vidéos, vous avez dû comprendre que en tant que trader, nous jouons sur la variation des prix. On anticipe que le prix va faire un certain mouvement, va monter, et on se positionne en achat. On anticipe que le prix va baisser, va chuter, on se positionne à la vente. Et donc, on profite des variations du prix en fonction des analyses qu'on fait. Maintenant, les prix qu'on a, on les appelle, comme je l'ai dit, la cotation. Et la question que vous pouvez me poser là maintenant, c'est d'où vient cette cotation? D'où viennent les prix que vous voyez dans les logiciels de trading et tout? D'où vient tout ça? Et c'est ça qu'on doit clarifier dans cette vidéo. Et on doit expliquer vraiment le mécanisme, comment ça fonctionne. Les prix proviennent de ce qu'on appelle un marché financier. Attention, un marché financier centralisé. Donc, ça veut dire que dans chaque pays, en fait, il y a une bourse. Dans chaque pays, il y a une entité spécifique qui est chargée de l'affichage des cotations des différents actifs financiers que vous connaissez, qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Donc, dans chaque pays, c'est comme ça. Donc, quand vous prenez les États-Unis, il y a ce groupe-là qu'on appelle le CME Group qui est chargé, en fait, de faire ce travail-là, qui est chargé, en fait, d'afficher les vraies cotations des actifs-là. Donc, ça veut dire que toutes les actions, obligations, comment dire, et les indices américains seront, en fait, cotés dans cette bourse-là. Vous voyez, seront cotés ici. Donc, ça veut dire que c'est le CME Group, en fait, qui va se charger de ce boulot-là. Et ça fait que dans chaque pays, en fait, il y a une entité qui gère ça. Donc, lorsqu'il y a une entité, ou bien un gouvernement, ou bien il y a une force qui se charge de la cotation des actifs, on dit que c'est centralisé. Centralisé, ça veut dire tout simplement que c'est délégué à une entité spécifique qui gère ça, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que dans chaque pays, il y a une entité qui existe. Donc, en Europe, l'entité là qui se charge de la cotation des actions, indices, obligations européennes s'appelle Euronext. À London, on appelle ça, à London ou bien au Royaume-Uni, on parle de London Stock Exchange. Et toutes ces entités-là forment ce qu'on appelle un marché financier centralisé. La liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de marchés centralisés. En général, chaque pays au moins a son marché financier centralisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même en Afrique, il y a des marchés centralisés, sauf que c'est pas assez développé comme en Europe. Mais ça existe quand même, où vous pouvez acheter des actions, par exemple, des entreprises de votre localité. Vous voyez, de votre pays, ça existe donc. J'espère que c'est clair. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des marchés centralisés pour le Japon, pour la Chine, pour l'Australie, pour, vous voyez, pour la plupart des pays ont leur marché centralisé. Et c'est ces pays-là qui affichent maintenant, c'est ces marchés centralisés, ces entités centralisées maintenant qui nous affichent les cotations, les prix des différents actifs financiers. Maintenant, comment les brokers vont faire maintenant pour nous afficher à nous ces cotations-là pour qu'on puisse trader et prendre position? Et c'est là que ça devient très intéressant. Il y a en fait 2 types de brokers. Comme je l'avais dit, on est obligé en tant que trader de passer par ça, par les courtiers, qu'on appelle également brokers en ligne. Et c'est eux qui vont jouer le rôle d'intermédiaire entre nous
et les marchés financiers. Donc, ça veut dire que ils sont un peu comme des banques en ligne également. Bien sûr que c'est pas des banques, mais un peu parce qu'on peut déposer de l'argent auprès de ces brokers-là, de ces courtiers. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On vient chez eux, on crée un compte, on dépose l'argent sur le compte et eux, ils vont nous permettre de pouvoir accéder au marché financier et donc spéculer. Ils vont nous permettre d'accéder aux produits des marchés financiers. Et là, c'est important de préciser quelque chose. Quand on parle de produits des marchés financiers, il faut comprendre que lorsque le marché financier est centralisé, le nom des produits et le prix des produits qu'on appelle cotation est géré par ces entités-là. C'est ça. Le nom des produits, normalement, est unique. Et le prix qui varie est également unique. Et il est fixé uniquement par les différentes entités qui composent le marché centralisé. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que lorsque le broker est un broker futur, et là je vous présente la différence entre un broker futur et un broker CFD, le broker futur, lorsqu'on crée un compte chez lui, il va nous permettre à nous traders d'accéder aux produits financiers directement tel qu'il est affiché sur le marché financier, sans modification. Est-ce que c'est clair? Je donne un exemple. Si on a un produit financier donné qui s'appelle A, ok, un produit financier donné qu'on appelle A, qui est coté sur le marché financier, le broker futur, il va te permettre d'accéder aux produits financiers avec le même nom A, exactement le même nom A, sans modification, et avec le même prix, sans modification exactement. Ça veut dire que le broker futur nous permet d'accéder au marché financier avec les cotations directes, sans modification. Alors que le broker CFD, lui, en réalité, il n'a pas l'autorisation de nous afficher les produits directs avec, avec les prix directs. Donc, lui, il est obligé, en fait, de modifier le nom du produit avant de nous l'afficher. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire en général? Il va venir ici, il va récupérer la cotation, donc le nom de l'actif, y compris le prix, et il va modifier le nom de l'actif parce qu'il n'est pas autorisé à afficher le nom correct de l'actif. Donc, il va donc modifier le nom et modifier le prix. Et la modification du prix, c'est qu'il va ajouter sa marge. Il va ajouter une marge du prix qui va lui permettre à lui de faire ses bénéfices quand il va t'apporter, la chose en fait, de façon beaucoup plus concrète, comment ça se passe. J'espère que je ne vous mélange pas. De façon beaucoup plus concrète, comment ça marche exactement? Je vais vous donner l'exemple d'un actif financier. On va prendre par exemple le gold, l'or. Ok? On va prendre par exemple l'or. L'or est un actif financier. Hein? Le nom, c'est ça, c'est l'or. Ok. L'or, le prix de l'or, en fait, est coté sur plusieurs marchés. Il est coté ici, il est coté même ici aussi, il est coté sur plusieurs marchés. Maintenant, le prix de l'or coté sur le marché américain, le nom de l'or coté sur le marché américain, c'est pas l'or, c'est GC. GC avec quelque chose qui suit, d'autres éléments qui suivent, mais concentrons-nous sur GC. GC est le prix de l'or direct sur les marchés financiers. Ok? Donc, supposons que c'est le nom, j'allais dire. Maintenant, supposons que le prix de l'or est de 2. C'est de 2. Voilà, 2 dollars pour acheter de l'or. Bon, 1 dollar, j'allais dire, pour acheter de l'or. Le broker futur, il va sur le marché financier, il t'amène l'information là direct, il t'amène le vrai prix. Ok? Il t'amène le vrai nom et le vrai prix. Mais le CFD n'est pas autorisé à faire ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va t'envoyer, en fait, il va t'envoyer le nom modifié.
Donc, le nom modifié, c'est XAUUSD, par exemple. Il t'envoie le nom modifié et il t'envoie un prix modifié. Donc, lui, il peut te mettre un prix qui sera un peu comme, au lieu, si le prix d'achat de l'or est de 1, comme je l'avais dit de l'autre côté, lui peut te le vendre à 1,02, par exemple. Et les 0,2 qu'il y a en plus là, c'est un peu comme lui, sa marge. Parce qu'il t'a permis de pouvoir avoir accès. Il est allé chercher, il a travaillé pour toi, il est allé sur le marché, il t'a envoyé la cotation et voilà, donc en échange, il a son prix. Donc, ce qui va se passer là maintenant, c'est quoi? Je vous donne un autre exemple et je vous montre un peu ce qui va se passer. Deuxième exemple, prenons le Nasdaq. Le Nasdaq également, c'est un actif financier. Hein, c'est un indice qui est coté sur le marché américain. Ok? Le Nasdaq, on l'écrit comme ça, on l'écrit Nasdaq, ok, comme ça. Mais le nom, le vrai nom centralisé qui est affiché sur le marché, le vrai nom, c'est pas Nasdaq, c'est NQ par exemple. C'est NQ qui est le vrai nom avec d'autres codes qu'on met devant qui varient, mais c'est le NQ. Et tous les brokers futurs, ils vont vous envoyer NQ, NQ, NQ. Mais les brokers CFD, ils n'ont pas l'autorisation de vous afficher ce prix-là comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une copie encore. Ils vont ici, ils récupèrent le prix, ils récupèrent la cotation et ils vont la modifier légèrement. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Ils vont vous mettre ici, au lieu de mettre Nasdaq, et au lieu de mettre NQ, vous allez voir US 100. Voilà. Vous avez beaucoup vu ça, US 100 par exemple. Et il va modifier le prix légèrement. Donc, si le prix ici était de, un exemple, était de 2, en réalité, c'est pas comme ça le prix s'affiche. C'est pour les débutants, donc comprenez-moi. Il peut vous mettre un prix de 2,01 comme prix d'achat. Et là, il fait sa petite marge sur ça. J'espère que c'est clair. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a une logique que vous devez comprendre ici. Il n'y a pas qu'un seul broker futur. Il n'y a pas qu'un seul broker CFD. Il y a beaucoup de brokers futurs. Donc, tous ces brokers futurs-là, ils vont fonctionner de la même façon. Ils vont tous vous afficher exactement la même cotation, sans modification, le même nom et le même prix. Tous les brokers futurs, c'est comme ça. Le même nom et le même prix à chaque fois qui est pris directement sur les marchés financiers, sans rien ajouter ni rien diminuer, quoi. Et c'est exactement comme ça. Maintenant, les brokers CFD, le problème qu'il y aura chez eux, c'est que il y aura les brokers entre eux, puisque chacun vient copier et te redonner la chose, chacun vient copier la cotation et modifie pour donner à son client. Ça fait que les noms des cotations peuvent varier d'un broker à un autre, d'un courtier et CFD à un autre. Vous voyez, je ne sais pas si je l'ai précisé avant, CFD, ça veut dire Contract for Difference. Donc, c'est un peu comme, c'est ce que j'explique, c'est ce que ça veut dire. CFD, Contract for Difference, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on prend ça, tous les brokers futurs, ils vont vous afficher GC1, NQ2. Mais chez les brokers CFD, ça va changer. Un broker CFD t'affiche le prix du gold, de l'or comme ça. Il te met XAUUSD 1,02. Et tu vois, un autre broker peut te mettre un autre prix. Il peut te mettre d'abord un autre nom. Au lieu de dire gold et de donner ce symbole-là, il peut te mettre gold comme ça. Comme ça. Et le prix qu'il peut te mettre peut varier. Parce que lui, il est allé seul pour aller récupérer les choses. Donc, il peut te mettre un prix du genre 1,03. Voilà. Vous voyez, il te met un prix différent aussi. Un autre broker qui, au lieu de US 100, qui est le Nasdaq, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'afficher ce prix et ce nom, il te fait carrément différent des deux. Il te met quoi? Il te met par exemple US Tech. Un truc comme ça.
Je pense que c'est ça. Je me rappelle plus s'il y a H à la fin ou pas, mais c'est un peu comme ça. Et là, il te met ce niveau, ce nom-là qui est différent, et il peut te mettre un prix différent aussi. Il peut te mettre 1,04. Voilà, il te met un prix différent. Voilà, parce que c'est comme ça marche. Vous voyez, c'est ça la différence fondamentale entre broker CFD et broker futur. Donc, ça veut dire que le broker futur n'a pas le droit de modifier les noms. Il utilise les noms directs. Le broker CFD n'a pas le droit d'utiliser les noms directs. Il est obligé de modifier les noms pour montrer que, ok, je suis dans cette catégorie de broker-là. Maintenant, quel broker nom on va utiliser? Comment ça va fonctionner? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Ce n'est pas parce que le broker futur fonctionne, est beaucoup plus transparent dans l'affichage de la cotation que c'est le broker parfait, que c'est des meilleurs brokers. Non. Ce n'est pas parce que les brokers CFD modifient les prix ou modifient les noms qui sont mauvais. Non, pas du tout. On va faire bientôt une comparaison des deux types de marchés, de brokers, et vous allez comprendre vraiment les avantages et les inconvénients qu'il y a à passer par un broker CFD ou passer par un broker futur. Et vous allez faire votre choix vous-même d'ici la fin de cette vidéo. Mais vous devez comprendre quelque chose. Quel que soit le broker, que ce soit futur ou CFD, eux-mêmes n'ont pas la possibilité d'accéder au marché financier facilement. Ils ont besoin d'une technologie. Ils ont besoin d'une technologie donnée, ok, qu'on appelle logiciel de trading, qu'on appelle plateforme de trading. Et c'est cette plateforme-là, ce logiciel-là, qui permet en fait, qui va finalement servir d'intermédiaire, même je vais dire, entre nous et les brokers. Donc, la plateforme est ce logiciel-là qui va leur permettre à eux de pouvoir y transférer, mettre toutes les informations qu'ils ont collectées sur les marchés financiers. Ils vont mettre tout ça ici dans la plateforme de trading. Et nous, maintenant, on va pouvoir, après avoir créé un compte, passer par cette plateforme-là pour pouvoir trader, pour pouvoir négocier sur les marchés financiers. Directement, vous devez comprendre en même temps que, en fonction du type de broker, le type de plateforme auquel nous allons, le type de technologie que nous allons utiliser pour accéder sur les marchés financiers va varier selon le type de broker qu'on a en face de nous. Ok, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons continuer et nous allons voir vraiment quelle est la différence fondamentale qui existe entre un broker, entre les brokers futurs et les brokers CFD. Ok, on va monter rapidement. Et ici, vous pouvez voir que j'ai fait en fait une petite comparaison ici. Ok, donc ici, on a les contrats futurs. Et ici, on a les contrats CFD. Donc ici, vous avez toutes les informations de comparaison entre les brokers CFD qui vous permettent d'accéder, et les brokers futurs qui vous permettent d'accéder au marché futur et les brokers CFD qui vous permettent d'accéder au marché CFD. La première chose qui est très importante, c'est que les brokers futurs vont vous permettre d'accéder au marché officiel, le vrai marché. Ils vous permettent d'accéder au marché officiel centralisé directement, alors que les brokers CFD, ils ne vont pas faire ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'eux vont faire? Ils vont chacun modifier les prix. Donc, ça fait que chaque broker a pratiquement des noms pour les mêmes produits différents et des prix différents. Donc, ça fait que finalement, ils vous permettent d'accéder à des marchés décentralisés. Ça veut dire que ils vous donnent pas, puisque chacun a son marché à lui, puisque chacun modifie en fait les cotations. C'est un peu comme si vous accédez, lorsque vous êtes sur un broker donné, c'est un peu comme si vous étiez sur un marché différent. Donc, ça veut dire que quoi? Si vous prenez 3 brokers différents, ça devient un peu comme si vous êtes sur 3 marchés différents, même si vous tradez les mêmes produits. Alors que lorsque vous prenez 100 brokers futurs,
pour les mêmes produits, vous tradez toujours le même marché centralisé sans modification. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que les brokers futurs sont des brokers officiels centralisés, alors que les brokers CFD sont des marchés décentralisés. C'est bien, c'est clair. Donc, comme je l'avais dit, vous avez accès avec les contrats futurs, les brokers futurs, à des cotations directes. Ça veut dire que vous avez les prix directs. Et ici, vous avez des prix directs, plus une marge. La marge, là, on l'appelle le spread. On ne l'a pas encore vu, je vais l'expliquer bientôt. Mais comprenez déjà que le spread, c'est la commission que le broker va ajouter, le broker CFD, il va ajouter sur le prix de la vraie cotation pour pouvoir se faire sa propre marge, tout simplement. Donc, pour ne pas compliquer les choses, comprenez juste que ici, même si je vais expliquer plus tard, comprenez que ici, par exemple, pour cet exemple-là, on peut dire que le vrai prix, c'est 1. Et le broker CFD, il a modifié, il a ajouté 0,2. Donc, comprenez que 0,2 ici est vu comme le spread. C'est la marge que le broker CFD se fait sur chaque cotation. Tout simplement, la marge de prix qui se fait. On continue et comprenez que en plus de ce prix de spread, il y a certains brokers CFD qui peuvent manipuler le prix. Ils peuvent manipuler le prix, c'est-à-dire qu'ils peuvent sérieusement jouer sur le prix au point d'en faire des profits. Et malheureusement, il y a beaucoup de mauvais brokers CFD comme ça. Et ils ne sont pas tous comme ça. OK? Et c'est pour ça que le choix du broker CFD est très important. Il faut bien choisir. Il faut bien choisir pour éviter de tomber sur des brokers qui peuvent jouer sur ça. Les bons brokers CFD ne font pas de manipulation. Les brokers futurs ne peuvent pas faire de manipulation. C'est impossible parce que eux, ils vous affichent directement le prix. Je vous avais parlé des noms des produits qui sont uniques avec les brokers futurs, alors que les noms des produits sont personnalisés avec les brokers CFD. Mais ça ne veut pas dire aussi que si on a 100 brokers CFD, on aura 100 noms de produits différents. Non. En général, les produits sont différents, mais ça se ressemble un peu. Donc, c'est pour dire quoi? Beaucoup de brokers utilisent US100, US100, par exemple, pour nommer le Nasdaq. OK? Beaucoup utilisent US100. Beaucoup d'autres brokers utilisent USTech, USTech, USTech. Mais vous n'allez pas voir forcément que, OK, pour 100 brokers différents, il y a 100 noms différents. Non, ça ne marche pas comme ça. Entre eux aussi, je pense qu'il y a des ententes qui leur permettent aussi de pouvoir réguler un peu les choses pour faciliter la tâche aux traders. Vous voyez? Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages que vous pouvez voir avec les brokers futurs, mais attention, les brokers futurs ont certains inconvénients qui ne sont pas vraiment aussi simples. L'accès est très difficile. C'est-à-dire que créer un compte, s'inscrire chez un courtier futur, c'est très difficile. Et la difficulté augmente en fonction même de votre situation géographique. Si vous êtes en Afrique, c'est extrêmement difficile de créer un compte chez un broker futur, voire impossible même pour certains brokers. Ils vont vous poser beaucoup de questions. Vous vous demandez votre nom, prénom, tout ça, ça c'est normal. Votre preuve de résidence, déjà, la preuve de résidence en Afrique, c'est compliqué. Ça existe, on a des preuves de résidence, mais ce n'est pas vu de la même façon en Europe. En Europe, les preuves de résidence sont plus faciles à avoir. Déjà, il suffit de donner une facture d'électricité, c'est bon, ça passe. Il suffit de donner facture d'eau, il suffit de donner quoi, facture de téléphone, des trucs comme ça passe. Mais en Afrique, on n'a pas vraiment ces choses-là parce que si je prends un Africain qui est en location, la facture d'eau ou d'électricité n'est pas forcément à son nom. Il ne peut pas l'utiliser pour pouvoir justifier sa résidence. Donc, ça fait que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, l'accès est très compliqué. On pose beaucoup de questions comme même combien vous gagnez par mois. Est-ce que vous maîtrisez les marchés financiers? Est-ce que vous avez une expérience? Est-ce que? Et il faut signer des contrats en ligne. Il faut faire des trucs compliqués. Donc là, ça fait que créer un compte avec un marché futur peut être extrêmement compliqué. Mais avec des marchés CFD, c'est très facile. Le même jour,
Même en moins de quoi? En moins de 5 minutes, vous pouvez créer votre compte et vous avez rapidement accès au marché financier. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'avantage aussi. On ne pose pas trop de questions, on ne te demande pas combien tu gagnes par mois, tout ça, tout ça, tout ça. C'est rapide. L'autre problème ici avec les marchés futurs, c'est quoi? C'est que puisque eux, ils vous affichent les prix gratuitement, puisqu'ils vous affichent les prix directs, les vrais prix, ils ne font pas, ils vous affichent les cotations directes, ils n'ajoutent pas de commission et ils ne font pas de manipulation. Ça veut dire qu'ils sont obligés de récupérer l'argent ailleurs. Et ça passe par quoi? Ça passe par des commissions que vous allez payer sur chaque position, sur chaque transaction. Et ça passe aussi par les frais des plateformes. La plateforme, le logiciel de trading est payant pour les contrats futurs, alors que pour les marchés CFD, c'est gratuit. Et je vais vous présenter ces logiciels-là. La gestion du risque avec les courtiers futurs peuvent être un peu plus compliquée. C'est pas très difficile, mais c'est un peu plus difficile par rapport à la gestion du risque avec les brokers CFD. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que ça veut dire, la gestion du risque, c'est le contrôle de ton argent. Le contrôle, avoir accès total à ton argent, le maîtriser, savoir combien tu investis, combien tu perds, peut être beaucoup plus facile sur les brokers CFD que sur les brokers futurs, tout simplement. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est qu'avec les brokers futurs, il faut beaucoup plus d'argent. Il faut un capital beaucoup plus élevé ici qu'ici. Ici, je vous recommande déjà, il faut peut-être minimum, bon, déjà avec 5 000 $, ça peut aller, mais déjà si vous avez vraiment beaucoup d'argent à confier à un courtier, le mieux c'est de passer par un courtier futur, un peu comme plus de 10 000 $, 100 000 $, de grosses sommes d'argent. Le mieux c'est de passer par là que de passer ici. Parce que là, ici, votre argent est beaucoup plus sécurisé, c'est beaucoup plus réglementé. Alors qu'ici, c'est aussi réglementé, mais par rapport à la sécurité, la réglementation, il va falloir bien choisir. Parce que si vous choisissez mal, vous risquez facilement de vous faire arnaquer. Il faut vraiment, vraiment bien choisir. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait le choix, comment ça marche. Donc ici, avec eux, vous pouvez créditer beaucoup plus petit, de beaucoup plus petites sommes. Vous pouvez même mettre 50 $, 10 $, certains brokers permettent ça, 10 $, 20 $, vous voyez. Mais ici, je ne crois pas, c'est pas possible, vous voyez. Un peu plus bas, il y a des différences. Ici, c'est quoi? Ici, on n'a pas parlé de levier, effet de levier, mais vous devez comprendre que on va en parler bientôt. Ici, avec les brokers futurs, l'effet de levier est faible. L'effet de levier, c'est un peu comme un multiplicateur qu'on ajoute pour vous permettre de pouvoir négocier sur les marchés. Vous avez vu dans les précédentes vidéos, je vous avais dit que le lot minimum, c'est 0,01. Et en termes d'exposition, lorsque vous prenez 0,01 sur le marché, ça vous expose à 1000 unités de la devise de base. C'est un peu comme si vous investissez 1000 unités. Donc, sur l'euro USD, par exemple, lorsque vous prenez 0,01 lot, il vous faut environ 1000 € pour pouvoir prendre cette position. Et ça fait vraiment beaucoup d'argent. Donc, ça fait que ce soit sur un courtier Forex ou un courtier futur, on a toujours besoin de l'appui, de l'aide, en fait, du courtier avant de pouvoir prendre des positions. Et l'aide là, c'est ça qu'on appelle effet de levier. Et on a remarqué que sur les courtiers futurs, puisque c'est très strictement réglementé, l'effet de levier en général est extrêmement faible. Je pense qu'en Amérique, la limite de l'effet de levier, c'est de 1 pour 50. C'est-à-dire que oh là là, je suis fatigué. Likez cette vidéo s'il vous plaît. C'est-à-dire que le courtier ne peut pas multiplier votre somme, votre investissement à plus de 50 fois. Alors que ici, certains peuvent aller à plus de 1000. Alors que là, le problème c'est que plus le multiplicateur est fort,
plus c'est risqué également. Donc, puisque ici, on ne veut pas prendre trop de risques, ça veut dire que c'est pour ça que le levier est faible. Ok. On continue avec les échéances sur le produit. Sur les produits, c'est quoi? C'est que avec un broker CFD ou bien avec un broker futur, il y a des échéances sur chaque produit. C'est que lorsque vous prenez une position sur l'or, par exemple, votre position, vous ne pouvez pas la laisser traîner pendant très longtemps. Vous ne pouvez pas laisser la position ouverte pendant très longtemps. Au bout de 3 mois, par exemple, vous devez fermer la position. Sinon, on risque de vous faire une livraison physique du produit. C'est très important. On risque de vous faire une livraison physique parce que ce qu'il faut comprendre, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'avec les marchés futurs, c'est possible d'acheter physiquement un produit. Sur les marchés CFD, non. La position, on joue juste sur les prix. On fait des spéculations sur les prix, tout simplement. OK? Alors que sur le marché futur, non seulement on spécule sur le prix, mais aussi on peut avoir le produit physique, une livraison physique. Donc, si l'échéance arrive et que vous ne fermez pas la position, on peut vous livrer. Vous voyez, vous êtes peut-être obligé de payer le produit. Donc, ça fait que certains courtiers s'en chargent automatiquement et vous ferment en fait votre exposition avant l'échéance pour faciliter beaucoup plus les choses. Mais ici, il n'y a pas d'échéance. Ça veut dire que vous pouvez garder une position pendant très longtemps. Mais sauf que il va falloir payer en fait des commissions qu'on appelle swap. Beaucoup voient le swap dans les logiciels mais ne comprennent pas. C'est que lorsque vous avez le swap, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, ok, si tu laisses ta position ouverte jusqu'à demain, tu vas payer tel montant. Si tu laisses la position ouverte pendant 3 semaines, tu multiplies pour voir combien tu vas devoir payer. Donc, c'est comme ça marche. J'espère que c'est clair. Donc, ne vous embrouillez pas avec ça. Ne vous embrouillez pas avec ça. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que sur les marchés futurs, la plupart des stratégies tournent autour des stratégies scalping, day trading, tout ça. Parce que les gens veulent rentrer vite et sortir. Ils savent qu'il y a des échéances et tout. Mais sur les marchés Forex et les marchés CFD, on peut adopter tout type de stratégie. On peut faire du scalping, on peut facilement faire du swing, du très long swing. Parce que voilà, on peut tenir la position longtemps à condition de payer les swaps sur la position à chaque fois. Ne vous inquiétez pas parce que le courtier n'a même pas besoin de vous demander les swaps. Il prélève automatiquement sur votre argent. On continue et vous devez comprendre que les produits sur les marchés futurs sont limités. Les marchés futurs présentent essentiellement les produits liquides. Un produit liquide, c'est un produit où on peut facilement rentrer et sortir. On peut négocier facilement. On peut prendre la position, quel que soit le montant. Si vous voulez acheter le dollar, prendre une position de 1 million de dollars tout de suite, ça passe. Ça passe parce que le produit est liquide. Vous voyez? Et le marché du Forex est le marché le plus liquide. Donc, ça veut dire que quelle que soit la position que vous voulez prendre sur le marché du Forex, ça va passer facilement. Mais les produits sur les marchés les marchés CFD ne sont pas limités. Ici, on vous affiche beaucoup plus de produits. On vous affiche y compris les produits les plus liquides, comme ici, mais aussi les produits les moins liquides, un peu comme les produits exotiques. Vous avez vu dans le logiciel, je vous avais montré les marchés, les produits exotiques, les produits qui ne sont pas populaires, pas connus, pas assez négociés, on vous affiche là-bas. Pourquoi ils le font? Parce que ça leur permet de gagner même beaucoup plus d'argent. Parce que là, sur ces produits-là, les commissions sont beaucoup plus élevées. On peut manipuler beaucoup plus facilement et tout. Vous voyez? C'est comme ça. On y va, on évolue. Ici, il y a sur les marchés futurs ce qu'on appelle le volume qui est correct. Alors que sur le marché CFD, le volume est incorrect. Le volume, c'est quoi? Le volume, c'est quoi? Je vais expliquer ça de façon terre à terre. Lorsque vous prenez une position avec un lot de 1, le lot de 1, c'est le volume. OK? Et si moi, je prends une position avec un lot de 1, ça fait 1 comme volume. Si un autre trader prend une position
avec un lot de 2, ça fait 2 comme volume. Ajouté au mien, ça fait un total de 3 comme volume. Lorsqu'on ajoute la taille de l'exposition, des positions de tout le monde, ça crée ce qu'on appelle le volume. Et ici, le volume qu'on affiche, c'est le volume correct qui est disponible directement sur le marché financier centralisé ici. Donc, le volume, en fait, que ce broker-là va vous afficher, c'est le vrai volume qui provient de l'ensemble de tous les traders qui sont en train de décider en même temps sur les marchés financiers. C'est le vrai volume. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. C'est le vrai volume qui provient directement de la bourse, en fait, et qui est correctement comptabilisé. Et ce volume-là ne dépend pas du courtier. Non, ce n'est pas le courtier qui affiche le prix et le volume. Non. Le courtier futur se charge simplement de vous afficher le prix des marchés financiers et le volume échangé à l'instant là. Avec le broker CFD, c'est complètement différent. Lui, non, puisqu'il n'a pas accès, à ce marché-là, il n'a pas le droit d'afficher le prix qu'il y a ici, il ne peut pas vous afficher le volume, non. Le volume qu'il vous affiche est le volume qui concerne lui seul. C'est-à-dire que c'est le volume qui correspond uniquement aux traders qui ont créé un compte chez lui. Je répète, un broker CFD vous affiche le volume uniquement des brokers, des traders qui ont créé des comptes chez lui. Pourquoi? Parce que c'est seulement à ça qu'il a accès. Il ne peut pas vous afficher un volume auquel il n'a pas accès. Alors que celui-là, le broker futur, il a accès non seulement au volume des gens qui ont créé des comptes chez lui, mais aussi au volume du marché financier centralisé. Donc, c'est pour ça que lui, il peut vous afficher le vrai volume, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement comme ça, ça marche. Donc, ça fera que les stratégies de trading vont varier que vous tradez sur un marché futur ou sur un marché CFD. Il y a des stratégies, ça veut dire que les stratégies de trading que vous allez utiliser qui sont basées par exemple sur le volume, vous ne pouvez pas les utiliser ici. Vous ne pouvez pas forcément les utiliser, à moins que vous avez le logiciel à côté et vous voyez le volume là-bas pour appliquer, il n'y a pas de souci. Ah, j'avais oublié, il y a ça que beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. C'est pour ça que je vous dis que cette formation va vous permettre d'avoir des idées claires. Ok? Vous savez, lorsque la plupart des traders débutants, la plupart des traders trade ici, trade sur les brokers CFD. Et je vous avais dit, c'est pas mauvais du tout. Et souvent, quand ils prennent des positions, ils pensent que leur position compte. Leur position ne compte pas. Lorsque vous prenez des positions, vous tradez sur un broker CFD, votre position ne veut rien dire. Vous pouvez faire des profits, vous pouvez faire des gains, mais votre position ne compte pas dans le volume, ne fait pas partie du volume sur les marchés financiers. Ça ne fait pas partie du vrai volume. Alors que sur le marché futur, puisque vous avez accès au marché direct, ça veut dire que votre position, la position que vous prenez ici, même si c'est un lot, c'est 2 lots, c'est 3 lots, ça va s'afficher dans le tape. Je sais pas. Ça va, bon, ici on ne parle pas de lot, on parle de contrat pour les positions qu'on prend ici. La position que vous allez prendre ici va forcément s'afficher dans le tape. Le tape, c'est un peu comme un grand livre qui fait circuler les transactions à chaque fois. Lorsque vous prenez des positions, les transactions circulent là et tout le monde voit. Lorsque vous tradez le futur, toutes les positions que vous allez prendre sur les marchés futurs, en fonction de votre exposition, va forcément avoir un impact sur le marché futur. Maintenant, ça dépend. Ça dépend de l'impact. L'impact peut être très minime, donc ça ne va rien causer. L'impact peut être fort si votre mise est très élevée.
de façon terre à terre, qu'est-ce que je veux dire ici? Supposons que vous voulez investir 1 milliard, ok? 1 milliard. Vous voulez prendre une position qui va coûter 1 milliard de dollars. Bon, c'est pour l'exemple, c'est immense, mais comprenez-moi. Si vous prenez la position là, ici, de 1 milliard sur un broker CFD, ça ne va pas faire bouger le prix. Ça ne peut pas faire bouger le prix. Parce que c'est pas un marché centralisé. Mais si vous prenez cette position-là sur un marché futur ici, ça peut faire bouger le prix. C'est de ça il s'agit. C'est ce que j'essaie de vous expliquer en fait. Vous voyez? Voilà. On va continuer rapidement. J'espère que vous avez compris tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient d'expliquer. Et là, on va se jeter sur quelque chose de très important. Ici, je vous avais dit que il y a une grande différence. Vous comprenez qu'il y a une grande différence entre ces deux marchés-là. Et ici, on avait parlé de technologie, ok? On avait parlé de technologie ici, là. On avait parlé de technologie pour pouvoir accéder au marché financier. Et j'avais dit que les technologies vont varier en fonction du type de broker. Si c'est un broker CFD ou futur, les technologies vont varier. Et là, maintenant, on va voir en fait les différentes technologies, les différentes plateformes qui peuvent nous permettre, que les courtiers vont nous proposer pour pouvoir accéder au marché financier. Lorsque vous créez un compte chez un courtier, le courtier va vous présenter les logiciels, les technologies qu'il utilise lui. Le courtier vous présente les technologies qu'il utilise. C'est tout. Et vous allez utiliser les technologies là. Donc, en général, les brokers futurs, voici les technologies qu'ils utilisent. Il y a beaucoup d'autres. Maintenant, là, j'ai mis certains que j'ai déjà utilisés moi-même. Il y a NinjaTrader que j'ai déjà utilisé. Il y a Sierra Chat. Il y a Atas que j'ai déjà utilisé. Ça, j'ai pas utilisé. J'ai utilisé TradingView. Donc, ici, voici les différentes technologies que ces brokers-là peuvent vous présenter. Vous voyez? Et là, ils peuvent aussi vous présenter des technologies personnalisées que eux-mêmes ils vont créer. Mais ça, ce sont des technologies indépendantes. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés indépendantes qui ont créé ces technologies-là, ces logiciels-là, et qui proposent leurs services à ces brokers futurs. Ils louent leurs services. Donc, les brokers futurs vont s'abonner aux services de ces brokers, de ces logiciels-là et payer des montants mensuels. OK? Et en échange, ils auront accès au marché financier tout simplement. Vous voyez, au marché financier centralisé. Donc, ces outils-là permettent aussi d'accéder au marché financier centralisé. Et c'est comme ça marche en fait. Vous voyez? Alors que chez les courtiers CFD, eux, ils utilisent des outils là comme MT4, MT5, CTrader, TradingView. Vous avez remarqué que TradingView se répète. C'est le seul que je connaisse actuellement qui permet de pouvoir accéder à la fois au marché financier CFD et au marché financier futur. Donc, les brokers futurs et CFD peuvent utiliser TradingView pour pouvoir accéder au marché financier, tout simplement. Vous voyez? Voilà, il y a beaucoup d'autres que j'ai pas cités, mais l'essentiel est là. Maintenant, nous, pour la suite de cette vidéo, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur nous allons beaucoup plus d'abord nous concentrer sur les marchés CFD. Toutes les stratégies qu'on va apprendre vont se baser sur les marchés CFD. Et aussi, nous allons utiliser essentiellement le logiciel MT5, qui est une version avancée du MT4 et qui est beaucoup plus puissant. On va l'utiliser pour la suite de cette vidéo. Vous devez comprendre aussi que, en fonction du type de marché, que ce soit le marché futur, le marché CFD, les stratégies de trading vont varier. C'est très important, les stratégies et les outils qu'on utilise pour analyser. Lorsque nous tradons le futur, les stratégies sont basées sur le prix, c'est-à-dire le prix, l'évolution du prix, le graphique,
et tout, et le temps et le volume. Parce que le volume ici est correct, comme je vous l'avais dit. Donc, ça fait que toutes les stratégies qu'il y a ici sont vraiment beaucoup basées sur le volume. Vous voyez? Surtout sur le volume. Et il y a tout ça là aussi, tous ces éléments-là. Mais en général, c'est les trois combinés qui définissent la stratégie. Le prix, c'est ce que vous connaissez déjà. Le temps, c'est le moment où il faut venir regarder les graphiques et tout et tout. Et l'avantage avec le futur, c'est que le logiciel, il n'est même pas actif 24 heures sur 24. Il y a certaines heures, quand vous venez, vous voyez que le marché ne bouge pratiquement pas. Il faut revenir à d'autres heures pour pouvoir voir les choses bouger. Ce qui n'est pas le cas avec les CFD où vous voyez le prix bouger à chaque instant 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'on vous dit des fois que non, le marché, le trading, c'est tradable 24 heures sur 24. C'est pas vraiment vrai. Les stratégies CFD, en général, sont basées sur le prix et le temps, pas sur le volume. Parce que avec les outils CFD, on ne peut pas avoir accès au vrai volume, comme je vous l'ai dit. Donc, ça fait que ça sera essentiellement comme ça. Pour la suite de cette formation, nous allons donc nous concentrer sur les marchés CFD. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'accès et c'est beaucoup plus facile d'accès essentiellement et c'est adapté aux débutants. Nous continuons notre vidéo et là nous allons parler de la régulation des marchés financiers. La régulation, vous avez vu que on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de contrats futurs et vous avez vu que le contrat futur, le marché futur a l'air du marché parfait où les choses sont correctes. Il y a beaucoup moins de problèmes et tout, à la différence que c'est difficile d'accès, la plateforme est payante et puis il y a quelques petits soucis. Et ici, vous avez pu voir que ici, chacun va, déjà, il y a un petit problème, c'est que chacun va sur le marché, il prend le prix qu'il veut, il prend le prix, il modifie comme il veut, il fait ce qu'il veut, il y a des leviers un peu plus forts, il y a tout ça. C'est pour ça que les autorités doivent intervenir pour maintenir de l'ordre, pour mettre de l'ordre dans tout ça là en fait. Et c'est ça qui fait que les marchés CFD deviennent intéressants. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont l'air bizarres, mais quand les autorités interviennent pour mettre de l'ordre, tout devient correct et ça fait que on peut trader un marché CFD facilement et correctement sans avoir peur d'être arnaqué ou quoi que ce soit. Vous voyez? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, les régulateurs, ce sont des autorités, les autorités des entités qu'il y a dans chaque État qui essaient de mettre un peu d'ordre sur les marchés financiers. Et dans chaque pays, il y a une autorité comme ça. Même en Afrique, même si c'est pas assez développé, il y en a également et qui essaient de regarder un peu les choses, d'obliger les courtiers à être beaucoup plus transparents dans ce qu'ils font, obliger les courtiers à être corrects avec les traders pour que tout se passe bien et surtout pour que l'argent des traders soit en sécurité sur la plateforme. Vous voyez, parce que les courtiers vont jusqu'à même, on les oblige même jusqu'à faire quoi? À déposer des sommes d'argent en réserve, en garantie de réserve pour pouvoir des fois même indemniser les traders si ils arrivent à faire faillite par exemple. Vous voyez? Et c'est là que vraiment vous sentez à quel point c'est important, c'est nécessaire vraiment qu'il y ait ces autorités, il y ait ces régulations. Vous voyez? Donc, lorsqu'il y a la régulation, qu'est-ce qui va se passer? Ça fera que il y aura moins de manipulation, voire pas du tout de manipulation, surtout si le broker est bien choisi. Le spread sera beaucoup plus correct. Le broker ne va pas exagérer dans la définition dans le spread. Vous voyez, comment dire, le levier sera un peu plus correct, ok, mais toujours plus large par rapport au levier qu'il y a ici, mais il sera quand même beaucoup plus correct, ok. Ici, les swaps seront aussi beaucoup plus corrects
hein, et tout. Donc, ça fait que l'intervention de l'État dans tout ça là, en fait, nous permet au marché financier CFD de se rapprocher un peu plus du marché futur dans, en fait, le service qu'il propose, en fait, dans la qualité du service qu'il propose. Vous voyez? Et c'est ça qui devient très intéressant. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va vouloir choisir un broker, on va faire très attention parce qu'il y a des brokers qui ne sont pas régulés. C'est-à-dire, il y a des brokers qui sont là, qui existent, qui ne se sont pas fait réguler par les marchés financiers, par les autorités des marchés financiers et qui sont là en cachette. Et là, si vous faites des erreurs et que vous créez des comptes chez ces brokers-là, vous aurez des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes parce que déjà, ils peuvent fuir avec votre argent. Ils peuvent ne pas vous permettre de retirer votre argent. Ils peuvent faire vraiment jouer beaucoup avec les prix et faire ce qu'ils veulent avec vous. Vous voyez, c'est très important de comprendre tout ça là. Donc là, maintenant, je vais vous montrer les différentes régulations qui existent. Dans chaque pays, il y a des régulations, comme je vous avais dit. Je vais vous montrer des exemples de régulations et ça va vous permettre maintenant, lorsque vous voulez choisir des brokers, de savoir comment faire les choix. Il y a quelque chose que je dois préciser, c'est quoi? Concernant ceux qui sont en Afrique, dans la liste que je vais vous montrer, vous allez voir qu'en général, il n'y a pas, vous n'allez pas voir par exemple la liste, une régulation de la Côte d'Ivoire ou bien du Togo ou bien du Bénin ou bien du Sénégal, tout ça là. La plupart des pays africains, vous n'allez pas voir de régulations assez avancées qui vont contrôler, qui vont imposer des lois à ces courtiers-là. Non, pas du tout. Mais sauf que, comment nous on va faire? Alors, si dans nos pays, il n'y a pas de régulation, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est qu'on va choisir des pays, des brokers qui sont régulés déjà par des grands pays. Donc, si le broker en question, le courtier, est régulé par exemple par une régulation australienne, ça veut dire que c'est bien. L'Australie, c'est un grand pays, ça veut dire qu'ils sont corrects. Donc, si vous créez un compte chez eux, il n'y aura pas de souci. Si c'est régulé par, comment dire, d'autres autorités comme l'AMF qui est l'autorité de régulation française, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Où est-ce que je vais dire? Voilà, donc on va aller rapidement et on va voir en fait la liste des autorités de régulation. Voilà, donc ici, vous pouvez voir la liste. Ici, on a une liste des autorités. Forest Regulatory Organization. On ne parle pas bien anglais, donc ne vous moquez pas de moi. C'est sur Baby Pips. C'est le site Baby Pips, c'est un site américain, je pense, hein, qui nous donne cette information-là. Ils ont expliqué beaucoup de choses ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la liste. Donc, dans chaque pays, on essaie de donner les autorités qui régulent. Donc, ça, c'est l'autorité ici. Ici, c'est l'autorité là. Ici, en Australie, c'est l'autorité là. Donc, ici, il y a, en général, la plupart des brokers même sont des brokers australiens. Donc, quand vous avez un broker australien et que vous voyez ASIC, par exemple, cette autorité qui régule le broker, c'est que c'est bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser ce broker-là facilement. Vous voyez, voilà, il y a d'autres régulations aussi. Voilà, en Belgique, c'est ça, en Bangladesh, c'est ça, en Belgique, c'est ça, vous voyez, voilà, beaucoup de pays. Au Canada, il y a plusieurs régulations, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, hein, jusqu'à 7 régulations au Canada. Vous voyez, en Chine, voici l'autorité de régulation. En Croatie, Cyprus, voilà, et il y a beaucoup de brokers aussi qui sont régulés en Cyprus. Quand c'est Cyprus, c'est régulé, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ici, il y a ça aussi, Danemark, on évolue, on va voir. Pour la France, vous voyez en France, il y a l'AMF qui est, je pense, l'autorité de régulation qui est en tête, qui supervise sérieusement les marchés financiers. Il y a la Banque de France, il y a ça, il y a tout ça. En Allemagne, à Hong Kong, ok, ainsi de suite, ainsi de suite. On va voir pour les États-Unis. Et ça, c'est très important. Il y a même au Nigeria, on y va. En Russie, les autorités qui régulent les marchés en Russie. Et voilà, au Royaume-Uni, vous voyez, Royaume-Uni. Et aux États-Unis. Pour les États-Unis, c'est sérieux.
C'est sérieux parce que ici, d'abord, il y a plusieurs autorités et c'est des autorités extrêmement sévères. C'est des autorités extrêmement sévères. Les États-Unis interdisent catégoriquement les marchés CFD. Les marchés CFD sont catégoriquement interdits aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, on trade uniquement le futur. Mais, comme je vous l'avais dit, c'est pas parce que c'est un mauvais marché. C'est simplement parce que c'est les États-Unis, c'est tout. Parce que si c'était un mauvais marché, ça allait être interdit en Europe. En Europe, on trade les marchés CFD, au Royaume-Uni, en France, partout en Europe, les marchés futurs sont tradés. Même au Canada, les marchés CFD sont tradés. Même au Canada, les marchés CFD sont tradés. Mais aux États-Unis, c'est complètement interdit. Mais il y a beaucoup d'Américains qui contournent pour pouvoir accéder à ces marchés-là, ces marchés CFD, parce que c'est des marchés très faciles d'accès, comme je vous ai dit, et qui ont aussi vraiment beaucoup d'avantages. Donc, le plus important, c'est de trouver le bon courtier qui est régulé, donc qui est sécurisé, où on peut déposer de l'argent sans avoir peur, et qui est aussi vraiment véridique avec le prix qu'il affiche tout simplement. Vous voyez? Voilà. Pour l'exercice, je suis obligé dans cette formation de vous présenter un courtier. Et si je ne le fais pas, beaucoup vont me demander en commentaire. C'est une formation pour débutants. Je suis obligé de vous présenter un courtier. Et ce courtier, ça sera le courtier Exness. Exness est un courtier intéressant qui est régulé. Et voilà, donc on peut donc l'utiliser. Avant de venir sur Exness, je reviens ici pour vous montrer que dans le monde entier, vous voyez ici, voici les pays où le CFD est autorisé. Vous voyez en vert, c'est que c'est complètement autorisé. En vert, complètement autorisé. Donc, vous pouvez voir ça, c'est l'Europe. Vous voyez qu'en Europe, les CFD sont complètement autorisés. Il n'y a même pas de problème. En Russie, c'est complètement autorisé. Et les Russes sont les propriétaires même de la plateforme MT5. C'est eux qui ont créé la plateforme MT5, MT4. Donc, c'est leur plateforme, c'est autorisé. Au Canada, c'est autorisé. En Australie, Afrique du Sud, tout ça. Maintenant, les pays en jaune, c'est des pays où, en fait, on ne sait pas si c'est autorisé ou pas. On n'a pas d'informations. Donc, globalement, c'est des pays autorisés aussi. En orange, c'est des pays où c'est interdit. Donc, vous voyez que c'est seulement en Amérique que c'est interdit et au Brésil que c'est interdit. Mais à part l'Amérique et le Brésil, c'est autorisé partout dans le monde, en fait. Vous voyez, partout dans le monde. Et je vous le disais que même en Amérique, il y a certains qui font tout pour accéder à ces marchés-là, tout simplement. J'espère que c'est clair. Dans cette vidéo, je vais vous mettre un lien en description pour ne pas que vous vous trompez et que vous tombez sur des sites d'arnaque. Je vais vous mettre un lien en description qui vous permettra de vous connecter de créer un compte avec ce courtier Exness. OK? Et nous allons utiliser ce compte-là pour travailler à partir de la vidéo prochaine. OK? Donc, lorsqu'on vient sur Exness, qui est le courtier qu'on va utiliser, et que vous venez on va complètement en bas du site, vous cliquez sur réglementation, par exemple, et vous pouvez faire l'exercice, quel que soit le courtier que vous avez à utiliser. Vous allez en bas, vous essayez de voir ce courtier est réglementé par quoi, par qui, par quel pays. OK? Donc ici, quand vous faites ça, vous faites cet exercice, vous allez voir qu'il est réglementé par FS. Et cette autorité-là, c'est une autorité australienne, réglementée par cette autorité-là aussi, réglementée par cette autorité-là aussi. OK? Réglementé par encore cette autorité-là. Vous voyez, encore cette autorité qui est ça, c'est Cyprus. Encore ça. Donc, c'est pour dire que c'est un broker qui est réglementé par plusieurs entités. Donc, on est sûr que si on dépose de l'argent auprès de ce broker-là, on n'aura pas de problème. OK? Voilà, maintenant que tout est clair avec Exness, avant de créer un compte
je dois vous donner des informations très importantes sur le fonctionnement des brokers. Donc, on va voir rapidement deux nouveaux vocabulaires très importants. On revient dans notre outil, on va voir ce qu'on appelle l'effet de levier et on va voir aussi ce qu'on appelle comment dire, le spread, la commission du broker. Je vous en avais parlé dans cette vidéo et là, maintenant, on va voir beaucoup plus en détail. Ok. C'est l'histoire d'un petit bandit qui va dans une boutique où on vend beaucoup de choses et il achète une chaussure et la chaussure lui coûte 20 euros. Ok. Il achète la chaussure à 20 euros. Et ça, c'est le prix d'achat. Ok. Il achète la chaussure à 20 euros et il ne quitte même pas le magasin. Il ne sort même pas du magasin. Et puis, il a déjà payé, il a pris tout, on lui a emballé, tout est passé à la comptabilité, tout est correct. Et il dit au vendeur, non, la chaussure là ne me plaît plus. Je ne veux plus, la chaussure ne me plaît plus, je veux mon argent. Voilà, je veux mon argent. Je veux mon argent. Et le vendeur se dispute avec lui, il y a eu des disputes, des problèmes, tout ça. Et le vendeur lui dit, ok, je te revends, il n'y a pas de souci. Le vendeur lui revend la chaussure, prix de vente à 20 euros. Et qu'est-ce qui se passe? Il remet la chaussure, il part. Il va dans un autre magasin. Et arrivé dans l'autre magasin, le deuxième magasin, il recommence. Cette fois-ci, il trouve la même chaussure. Ok, il trouve la même chaussure qu'il achète. Et cette fois-ci, c'est au même prix. C'est au même prix toujours. Hein, le prix d'achat, on lui dit, ok, ça coûte 20 euros. Il achète la chaussure, il essaie, il fait tout, il rentre à la maison. Il revient encore, il dit non, la chaussure, il y a un souci, la chaussure ne me va pas, tout ça, que c'est pas joli, tout ça là. Mais pour revendre, le vendeur lui dit non, moi je ne rachète plus à ce prix-là. Non, si tu veux revendre, tu veux me revendre la chaussure, moi je te reprends la chaussure à 15 euros, obligatoire. 15 euros obligatoire. Et le vendeur lui précise que chez moi, lorsque tu achètes, lorsque je te remets le produit immédiatement, si tu veux revendre immédiatement, il y a toujours cette marge-là en fait. Sur tous mes produits, lorsque tu achètes à un prix donné, le prix d'achat, si tu veux me revendre, tu vas me revendre à moi-même à un prix inférieur au prix auquel je t'ai vendu. Ça fait que, quelle que soit la situation, je fais des bénéfices. Ah, ce vendeur, il est beaucoup plus malin. Donc, ça fait que notre gars, il a revendu et il a perdu 15 euros et le vendeur s'est fait 5 euros de marge. Vous voyez, c'est exactement comme ça les brokers fonctionnent. Et ces 5 euros de marge là, c'est un peu ce que nous appelons le spread. C'est un peu comme la commission du broker. C'est clair. Et c'est comme ça marche. Dans les marchés financiers, sur les marchés financiers, surtout les marchés CFD qui ont le spread, je vous avais dit que les marchés futurs, sur les marchés futurs, il n'y a pas de spread. Donc sur les marchés CFD, lorsque vous prenez une position immédiatement et que vous la clôturez immédiatement, vous fermez en perte. Parce que il y a cet écart de prix. Le courtier, le broker, il n'est pas bête pour vous permettre, pour vous laisser jouer avec la plateforme. C'est pas un jeu, c'est de l'argent réel. Vous voyez, c'est de l'argent réel. Donc, quand vous rentrez, vous sortez en même temps, vous payez le spread. Quand vous rentrez, vous sortez en même temps, vous payez le spread. Donc, dans les exemples qu'on a vus, je vous ai montré beaucoup d'exemples précédemment où je vous montrais les prix des actifs. Les prix que je vous donnais, les cotations que je vous montrais étaient des cotations uniques. C'était un peu comme ceci où je vous montrais euro USD comme ça, euro USD avec un prix 1, peut-être 0,8, quelque chose comme ça, avec un seul prix.
En réalité, c'est pas comme ça. Les vraies cotations s'affichent avec deux prix en même temps. Donc, le courtier, il te dit clairement que, OK, voici les deux prix. Quand tu achètes, voici le prix. Si tu revends en même temps, voici le prix. Moi, je ne veux pas de problème. Tout est clair devant toi. Dès que tu veux acheter, voici le prix. Si tu veux revendre au même moment, voici le prix. Et tout est évident. Vous voyez? Et là, il y a au moins une transparence qui fait que tout est clair, tout est compréhensible et on n'a pas de problème. Vous voyez? Donc, en général, vous allez voir que le broker, il va vous donner le premier prix comme ça. Il va mettre un espace. Un peu devant, il va vous donner le deuxième prix qui peut être 1,09 par exemple. Voilà. Donc là, il y a les deux prix qui sont clairs. Vous voyez? Un instant. Donc, voilà. Donc, ce prix qui est là ici, c'est le prix d'achat. Donc, si vous voulez acheter cet actif-là, si vous voulez acheter euro USD, en même temps, vous avez clairement le prix d'achat qui est là. On vous dit, OK, si tu veux acheter, c'est ça. Si tu veux vendre, c'est ça. Et c'est clair. Il n'y a pas de souci là. Vous voyez? Voilà. Maintenant, il y a un nom spécial qu'on donne à tout ça. Le prix d'achat qui est ici, on l'appelle ask. OK? Ask. Voilà. Ask. Et le prix de vente qu'il y a ici, on l'appelle bid. Bid. Tout simplement. Vous voyez? Donc, si vous prenez une position d'achat, ça sera forcément à ce prix-là. Si vous prenez une position de vente, ça sera forcément à ce prix-là. C'est comme ça marche. Maintenant, l'écart qu'il y a entre ces deux prix-là, l'écart qu'il y a entre ces deux-là, c'est ce qu'on appelle le spread. Donc, c'est la commission. C'est ça le spread. Donc, lorsqu'on fait ça moins ça, on a 0,01. Vous voyez? Et en termes de pips, ici, bon, dans notre cas, c'est exagéré. Hein? C'est exagéré. J'ai fait le truc là. Ça fait 100 pips. Mais vous voyez, ça fait 100 pips. Mais en réalité, il n'y a jamais de spread de 100 pips. OK? Il n'y a jamais de spread de 100 pips. Mais c'est pour vous donner l'idée. Donc, souvent, on essaie de mesurer le spread là en pips. On fait l'écart et on fait la conversion en pips. Et ça nous donne une idée de la chose. Pour notre exemple qu'on avait pris, le gars qui vendait sa chose à 20 euros et quand tu veux revendre, qui te permet d'acheter à 20 euros et si tu veux lui revendre, il te dit 15 euros. Donc, quand on fait la différence, on a 5 euros ici. C'est le spread, en fait. C'est la commission totale qu'on a eu à payer, en fait, à cette personne-là, tout simplement. À ce vendeur-là, vous voyez. Maintenant, pour faire simple, on va prendre un exemple beaucoup plus intéressant. On va aller sur les graphiques. Je vais vous amener le graphique tout de suite. Ici, vous pouvez voir clairement qu'on a, ici, on a un bouton ici, OK, qui nous permet de pouvoir décider, de pouvoir prendre une position. Regardez ici, ils ont mis buy. Buy, c'est pour dire acheter. Regardez le prix auquel on veut acheter ici. 101, bon, c'est le GBP JPY, donc ça fait 186,91. Et regardez le prix de vente, sell. Regardez 186,89. Les deux prix varient, mais à chaque fois, il y a cet écart, il y a un écart qui est vérifié. L'écart varie aussi, mais à chaque fois, il y a quand même un écart. Et à chaque fois, le prix d'achat est supérieur au prix de vente. Ouais, le prix ask est supérieur au prix de vente. Pourquoi? Parce que c'est ça. Parce que si vous achetez en même temps, vous voulez revendre en même temps, vous allez revendre moins cher. Ou bien si vous vendez, vous voulez acheter, vous allez acheter plus cher. Si vous vendez, vous pouvez vendre moins cher et racheter plus cher. Donc, c'est exactement comme ça. Donc, ça veut dire que pour faire du profit, vous ne devez pas revendre en même temps, vous devez laisser le prix gagner plus en valeur avant de revendre. Si vous achetez que vous voulez revendre, vous devez laisser le prix devenir beaucoup plus cher avant de revendre, tout simplement, et dépasser au moins le spread. C'est comme ça marche. Calmez-vous, on va pas aller trop loin, ok? Maintenant, regardez les cotations cette fois-ci. Regardez les cotations. Je vais vous afficher beaucoup de cotations ici. Show all. Regardez toutes ces cotations-là. À chaque fois, pour chaque symbole, on a deux prix. On a le prix bid, on a le prix ask.
OK? Et vous remarquez que, remarquez bien que vous allez voir que à chaque fois le ask est supérieur. Vous allez voir que à chaque fois le ask est légèrement supérieur au bid. À chaque fois légèrement supérieur au bid pour prendre en compte le spread tout simplement. Ici, on a le spread. Donc lui, il calcule l'écart entre les deux. OK? Il calcule la différence entre les deux. Vous voyez la différence entre les deux et ça nous permet de connaître directement le spread sans faire les calculs ici. Vous voyez? Donc si je prends le cas du GBP JPY ici, ça veut dire que vous allez payer un spread de combien? Si vous faites ça moins ça, vous allez payer un spread de combien? Certains disent 18, certains disent 17. Non, ça fait 1. Ici, c'est 2 chiffres, mais c'est en termes de pips ici. Ici, on a 2 chiffres. Le dernier chiffre, en fait, est ce qu'on appelle pipette. Pipette, en fait. Donc, le premier, c'est pips. Le dernier, c'est pipette. Donc, ça fait 1,6 pips actuellement. Au lieu de, ouais, actuellement, ça fait 1,18 pips, 19. Prenons le cas de celui-là, qui est stable, beaucoup plus ou moins stable. Si vous faites la différence des deux là, vous allez trouver 1 comme pips, 1,5 ou bien 1,6 pips en fait. OK? Donc, on va faire un exemple pratique pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, pour lire ici, en fait, le spread, pour lire le spread ici, la commission, c'est simple. Regardez, prenons GBP JPY, GBP USD. Le spread, ils ont mis 8, ça fait 0,8. Ici, ils ont mis quoi? Ouais, donc c'est exactement ça. On va prendre l'exemple là et on va faire le calcul. OK? Je vais vous lire ça et on va voir ce que ça donne exactement. Voilà, donc ça, c'est le GBP, la cotation du GBP USD qu'on a affiché dans l'application. OK? OK. Maintenant, ici, on va décortiquer tout simplement. Lorsque nous voulons, la cotation veut dire quoi? Veut dire, OK, ça, c'est le prix ask. C'est le prix d'achat. Si vous voulez acheter, c'est ça, c'est à ce prix-là. Si vous voulez vendre, c'est à ce prix-là. Ça, c'est le bid. On appelle ça le bid. OK, maintenant, l'écart entre les deux vous donne une idée de la commission que vous allez payer qu'on appelle le spread. OK, comment on calcule? On fait ça moins ça. Si vous faites bien les choses, vous allez trouver 0,0008. OK, 0,008. Et je vous avais dit que pour calculer les pips, pour lire les pips, on s'arrête à la 4e décimale. Donc, ça fait quoi? En temps normal, ça fait 0 pips. C'est un peu comme si vous ne payez rien. OK? Mais en réalité, le dernier chiffre qu'on a ici, on peut le lire aussi. Donc, si on veut le prendre en compte, au lieu de dire 0 pips, on va dire juste 0,8. C'est tout. Donc, c'est pour ça là-bas, on a mis 8. On a mis 8 là-bas comme spread, mais vous devez comprendre qu'ils ont pris en compte la 5e décimale qui fait que ça fait 0,8. Donc, si vous voyez dans l'application, on vous met comme spread 20, sachez que, ou bien 20, ça fait 2. Si on vous met 13, ça fait 1 pips, ça fait 1,3. Où est-ce que je vais dire? Donc, vous divisez souvent par 10 et vous aurez une idée du spread en fait. OK? Donc, cette fois-ci, maintenant, je vais encore ramener l'application pour que vous puissiez maintenant à nouveau bien comprendre tout ce que je viens de dire. Donc, quand on prend maintenant ça, vous voyez tout ça là, vous voyez, vous divisez par 10, 10, 10 pour connaître la vraie commission en termes de spread que vous êtes en train de payer tout simplement. J'espère que c'est clair. OK. Donc, maintenant que nous comprenons les cotations, nous comprenons tout clairement, on va progresser et cette fois-ci, on va voir ce que c'est que un effet de levier. OK, un effet de levier. J'ai beaucoup réfléchi pour trouver un exemple. J'ai fait même plusieurs essais d'exemples. J'ai enregistré. J'ai trouvé ça pas intéressant et j'ai supprimé. Donc ça, j'espère, c'est la dernière tentative. Parce que là, l'effet de levier, c'est l'un des sujets les plus complexes, les plus difficiles à expliquer. Je pense que je vais continuer sans exemple, ça sera mieux. D'abord, vous devez comprendre que l'effet de levier,
que je viens de mettre ici, c'est en quelque sorte un prêt que le broker vous fait, le courtier, pour vous permettre de prendre des positions supérieures à votre vrai pouvoir, à votre vrai capital. Je vous avais dit que le lot minimum, pour ceux qui ont suivi tout ce qu'on a dit ici, le lot minimum qu'on peut prendre, c'est 0,01. Si on prend euro USD par exemple, on veut prendre une position sur l'euro USD. Si on prend un lot de 0,01, pour prendre cette position, ça va correspondre à quoi? 0,01 fois 100 000. Donc, ça va faire en fait la valeur de cette position-là, le montant, l'argent qu'il faut pour pouvoir prendre cette position en termes d'euros. Ok? Ou bien cette position va nous permettre d'acheter 1000 euros. 1000 euros en fait dans notre compte. Et l'équivalent en dollars, c'est-à-dire le montant en dollars qu'il faut pour avoir les 1000 euros, ça peut être par exemple 1000, peut-être 1130 $. Donc ça veut dire que pour prendre un lot minimum de 0,01, pour pouvoir, un lot minimum de 0,01 nous permet d'avoir 1000 euros dans notre compte, on va dire. Et pour les 1000 euros là, il va falloir payer 1130 $ si votre capital est en dollars par exemple. Maintenant là, le problème c'est que c'est compliqué parce que c'est un peu comme si on vous faisait comprendre que le minimum d'investissement que vous pouvez faire, c'est 1000 de la devise de base. 1000 de la devise de base. À chaque fois, le minimum, c'est 1000 de la devise de base. Et là, c'est très compliqué. Imaginez si vous avez un capital de 100. Vous créez un compte avec un capital de 100 $, ce qui est possible. Alors qu'on vous dit que le minimum que vous pouvez dépenser, c'est 1130 pour pouvoir acheter 1000. Vous voyez que c'est compliqué. Vous voyez, et c'est là que l'effet de levier vient. Puisque le minimum d'exposition sur le forex ou bien sur le marché financier est très élevé, l'effet de levier vient pour nous aider à combler ça en multipliant notre capital par un montant, par un coefficient donné qui nous permet de pouvoir investir beaucoup plus que ce qu'on est capable d'investir en réalité. Vous voyez? Donc, les courtiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont plusieurs types de leviers. Ils ont plusieurs types de leviers ou bien de prêts qu'on va dire. Et comment ça marche? Si il peut décider, ok, dans cette situation-là, il peut décider, ok, je te prête, je multiplie ton investissement de 100 $, je le multiplie par 100. Voilà, par 100. Ça veut dire que ton capital de départ de 100 $, c'est vraiment 100 $. Mais en réalité, on te permet de pouvoir prendre des positions jusqu'à 100 $ fois 100. Donc, ça veut dire que en réalité, tu peux prendre des positions qui vont peser jusqu'à 10 000 $. Tu vois? Et là, ça devient beaucoup plus facile pour toi. Donc, ça fait que finalement, tu peux trader beaucoup plus facilement. S'il n'y avait pas de levier, les leviers n'existaient pas, on n'aurait pas pu trader. On n'aurait pas la possibilité de trader. Ça allait être très compliqué parce que le minimum qu'il faut souvent n'est pas petit, c'est vraiment élevé. Vous voyez? Donc, l'effet de levier, c'est tout simplement un multiplicateur qui permet de grossir le capital du trader, qui permet de grossir et de donner plus de poids au capital du trader, tout simplement. C'est ça l'effet de levier. Vous voyez? Donc, dans l'application, les brokers, comment ils notent ça? Tout simplement. Ils vont vous mettre par exemple 1 pour 50. Oh là là. 1 pour 100. 1 pour 200. 1 pour quoi? 500. Qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois? Ça veut dire que, ok, si tu as un capital de 100 $, si tu choisis ce levier-là, ça veut dire que tes 100 $ seront multipliés par 50 pour te permettre d'aller jusqu'à 50 fois 100, jusqu'à 5000 d'exposition. Si tu prends ce levier-là de ceci, ça veut dire que, ok,
tu peux aller jusqu'à 100 fois 100, 10 000. Si tu prends ça, ça veut dire que ça fait 200 fois 100, ça fait quoi? Ça fait 20 000 hein, d'exposition. Ici, ça fait 50 000 d'exposition. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, plus le levier est grand, plus tu peux risquer plus tu peux prendre des tailles de position qui sont extrêmement élevées. Vous voyez, c'est comme ça, ça marche. Maintenant, essayons d'aller un peu plus en profondeur. Hein. Comme ça, ça va être beaucoup plus intéressant. Essayons d'aller un peu plus en profondeur. Je vais supprimer tout ça là. Ok. Supposons que vous avez un capital de 500. Ok. Vous avez un capital de 500 et vous souscrivez chez le broker, vous souscrivez à un levier de 100. Ok. 1 pour 100. Ok. 1%. Donc, ça veut dire que là, vous avez, bon, ça c'est en dollars. Donc, vous avez une taille de position qui s'élève au total à 5 000 $. Donc, c'est un peu comme si, au lieu de 500 $, votre capital devient de façon virtuelle 5 000 $. Ok. Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez prendre avec votre 500 $, une position qui va peser un lot, une taille de un lot? Est-ce que vous pouvez prendre une position sur euro, ça va permettre de bien comprendre, euro USD? Est-ce que vous pouvez prendre une position de taille de un lot sur euro USD? C'est la vraie question. Maintenant, on sait que un lot fait quoi? Ça fait 100 000 unités. Ça fait 100 000 unités de la devise de base. Ok, ça fait 100 000 unités de la devise de base. Maintenant, un lot, ça fait 100 000 unités de la devise de base. Ça, c'est 1. Et de 2, en dollars, ça fait combien? Parce qu'il faut connaître le taux de change. En dollars, ça va faire un peu plus. Maintenant, votre capital qui est de 50 000, est-ce qu'il peut passer avec un lot de 1? Non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer parce qu'il y a un problème. Parce que, comment dire, le poids de un lot là ne permet pas à ce que votre capital est insuffisant pour supporter ce poids-là, en fait. Maintenant, si on augmente votre levier à 1 pour 500, par exemple. 1 pour 500. OK, 1 pour 500. Donc, votre capital devient quoi? Ça devient 500. OK, ça devient 500 fois 500. OK, maintenant, votre capital, votre pouvoir d'achat n'est plus de 50 000. Il devient, avec un levier de 500, il devient 250 000. 250 000. Vous voyez? Oh là là. Donc, ça veut dire que là, maintenant, avec un pouvoir de 250 000, est-ce que vous pouvez prendre un lot? La réponse est oui maintenant. Maintenant, vous pouvez prendre un lot. Donc, on a augmenté le levier. Ça fait que votre taille de position peut augmenter. Maintenant, l'avantage, c'est que vous devez être extrêmement bon. C'est que si vous êtes extrêmement bon et que vous prenez des positions avec de gros leviers, le prix, lorsqu'il va dans votre sens, ça va vous faire gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que on avait vu ce que c'est que la valeur d'un pips. Essayez de revoir la valeur d'un pips de variation avec un lot est différente, c'est beaucoup plus élevé. Ça veut dire que lorsque le prix varie d'un pips, vous gagnez beaucoup. Ici, pour un lot, ça fait 10 $. À chaque fois que le prix varie de un lot, ça vous fait 10 $, 10 $, 10 $, 10 $, 10 $ et vous gagnez facilement beaucoup plus. Mais quand ça va en perte, à chaque fois que le prix varie d'un lot, ça vous fait quoi? Ça vous fait, lorsque le prix varie à chaque fois d'un lot, d'un pips en perte, ça vous fait à chaque fois moins 10 $, moins 10 $, moins 10 $ et facilement vous perdez. Et les moins 10 $ là, ça impacte directement votre capital. Ça n'impacte pas le capital
virtuel qui prend en compte le levier. C'est ça les gens ne comprennent pas en fait. Ok? Alors que si vous vous êtes maintenu au levier de 1%, vous allez voir que déjà vous ne pouvez pas prendre un lot de 1 ou bien vous ne pouvez pas prendre un lot de 2 et ça fera en sorte que déjà la valeur maximale du lot que vous allez pouvoir prendre ne va pas avoir une incidence sérieuse sur votre capital lorsque vous allez en perte. Est-ce que vous me comprenez? C'est un sujet un peu complexe, mais c'est quand même très simple. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre finalement? C'est que déjà, quand votre lot est élevé, plus votre lot est élevé et plus votre effet de levier est élevé, plus le lot que vous pouvez prendre sera élevé et plus votre capital peut varier très rapidement en termes de profit comme en perte. Et quand l'effet de levier est faible, vous ne pouvez pas prendre des lots très élevés et votre capital, en fait, avec les positions que vous allez prendre, va varier moins rapidement que si le levier est élevé. Donc, le levier est à double tranchant. Il est à double tranchant parce qu'il vous permet de pouvoir risquer grand et il vous permet de pouvoir risquer grand, prendre des gros risques, gagner beaucoup plus et perdre beaucoup plus vite également. Donc, c'est exactement dans les deux sens. Donc, pour bien comprendre les choses avec le levier, c'est surtout de le voir en termes de la capacité, en termes de lot qu'il vous permet de prendre. Donc, quand un levier est élevé, vous pouvez prendre des lots plus élevés et donc la variation sur votre capital en termes de valeur d'un PIB sera très forte. Donc, vous pouvez perdre beaucoup plus facilement. Maintenant, lorsque le levier est faible, ce qui va se passer, c'est que, voilà, votre capital ne pourra pas, les lots seront proportionnels aussi, seront aussi faibles. Donc, ça fera que vous ne pouvez pas varier, les choses ne vont pas varier aussi vite, tout simplement. Le plus important, c'est de trouver le juste milieu, un levier qui n'est pas assez grand et qui n'est pas aussi trop faible. Parce que si le levier aussi est trop faible, c'est pas bien, vous ne pourrez rien faire, ok? Maintenant, l'un des avantages du levier, c'est quoi? De comprendre tout ce que je vous dis, c'est quoi? Il arrive beaucoup souvent que, regardez, je vous montre mon logiciel, je vous montre quelque chose rapidement. Vous voyez ici, ça c'est le logiciel, c'est la plateforme. Et là, c'est ici, on règle les lots. On n'a pas encore vu ça, on va voir ça. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous réglez le lot ici, supposons que vous mettez un lot de quoi? De 5 et vous prenez une position. La prochaine fois, lorsque vous revenez, vous fermez l'application, vous revenez, il garde le lot de 5. Et si par erreur, vous appuyez le bouton sur Buy, il vous prend la position en même temps. Et si votre levier est grand, la position passe, est exécutée et vous pouvez facilement perdre beaucoup d'argent. Ok? Mais si votre levier est faible, supposons que vous avez un levier supposons que vous avez un levier de 1 pour 50, ok, qui est très bon. Ce qui va se passer, c'est que si par erreur, vous mettez un lot de 5 ou bien un lot de 10, par exemple, vous pouvez tester ça en démo, pas en réel, ou bien un lot de 20. Si vous lancez l'application, si vous faites buy par erreur, ça ne va pas passer. On va vous dire non, pas suffisamment d'argent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on multiplie les 50 par votre capital, qui est de 500 par exemple, ok, on voit que ce que ça donne, l'équivalent, n'est pas suffisant pour pouvoir supporter ce lot-là. Parce qu'un lot de 20, ça va faire quoi? Ça va faire 20 fois 100 000 unités de base. Ça va faire quoi? Ça va faire 2 millions. Ok? Ça va faire 2 millions de l'unité de la devise de base. Alors que 50 fois les 500, ça ne fait pas 2 millions. Donc, ça veut dire que quand si vous prenez un lot de 20, ça ne va pas passer. Si vous prenez un lot de 10, ça ne va pas passer. Vous prenez un lot de 5 même, je pense que ça ne va même pas passer.
Tout simplement parce que le levier est faible par rapport avec votre capital. Donc, ça fait que ça vous protège en fait. Un levier faible aussi vous protège et vous évite de tomber dans ces petits problèmes-là lorsque vous faites des erreurs de lot. Vous voyez, c'est très intéressant. Mais si vous avez un levier très élevé, il y a des brokers qui proposent des leviers jusqu'à 2000. Ça veut dire que, regardez, imaginez 2000. Un levier de 2000. 2000 fois 500. Ça fait combien? Ça fait 1 million. Ça fait 1 million. OK. Sur un capital de 500 $. Écoutez bien. Sur un capital de 500 $, un levier de 2000, ça fait 1 million. Ça fait que vous pouvez prendre des positions qui vont aller jusqu'à 1 million. OK. Divisons les 1 million là. Divisons les 1 million là par 100 000. Ça fait 10. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre un lot de 10. OK? Ça veut dire que vous pouvez prendre un lot de 10 facilement avec ce levier-là de 2000. OK. Lorsque vous prenez un lot de 10, qu'est-ce qui va se passer ici? Quelle est la valeur d'un pips? D'un pips de variation pour un lot de 10? Pour un lot seulement, ça fait 10 $. Pour 10 lots, ça va faire 10 fois 10. Ça va faire 100 $. C'est pas possible. Ça veut dire que là, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un levier de 2000 avec un capital de 500, et si vous prenez un lot de 10, lorsque le prix fait 5 pips de variation seulement, 5 pips, vous cramez le compte. C'est-à-dire que si le prix fait 5 pips de variation en négatif, dans le sens opposé à votre mouvement, ça vous fait moins 500 $ immédiatement. Moins 500 parce que un pip de variation vous fait 100 $. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, moins 5 pips, ça fait ça. Mais si ça va dans votre sens à seulement plus 5 pips, vous avez déjà plus, vous gagnez 500 $. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça fait que le levier est sérieux. C'est à double tranchant. Donc, moi, en tant que trader qui comprend beaucoup de choses, je vous recommande pour l'effet de levier de rester entre 50 et 100. Ça va vous protéger quand vous êtes un trader débutant. En tant que trader débutant, ça va vous aider à préserver votre capital et à éviter. Pour le moment, si vous êtes trader débutant, vous n'avez même pas besoin de créditer, de mettre un compte réel. Mais ce que je vous recommande, c'est quoi? Souvent, prenez des leviers de 1 pour 50, ok, ou bien des leviers de 1 pour 100. De toutes les façons, quand vous prenez les leviers, après, vous pouvez les modifier. Si vous avez des positions en cours, vous ne pouvez pas modifier le levier. Mais lorsque vous fermez les positions, vous pouvez modifier le levier après. Il n'y a pas de souci. Mais ne dépassez pas 1 pour 100. 1%, c'est déjà correct comme levier. Maintenant, ça dépend des pays. Donc ça, je parle de ceux qui sont généralement en Afrique et tout. Mais quand vous êtes en Europe et vous avez des trucs là en Europe, respectez la réglementation. Je pense qu'en Europe, en France, je pense que c'est 1 pour 30, je sais pas, qui est conseillé maximum. Et je pense que aux États-Unis, c'est 1 pour 50 maximum. J'espère, chers amis, que tout ce que j'ai dit a été clair pour vous. Et là, on va terminer les vocabulaires avec un terme très intéressant qu'il faut toujours ajouter lorsqu'on parle de levier, c'est la marge. La marge, on va pas traîner là-dessus parce que c'est pas compliqué, ok? La marge, c'est quoi? La marge, c'est le montant que vous réalisez, vous investissez réellement sans l'effet de levier. Donc, la marge, c'est pour vous rappeler que, attention, on t'a prêté le levier, on t'a prêté de l'argent, mais ton argent réel, il faut pas l'oublier. Ton argent réel, c'est ta marge, c'est ton capital. Donc, si tu prends une position de 5, si tu as un capital de 500 $, ta marge de départ initial, ça fait 500 $. Donc, c'est ton capital, en fait. Si tu as un levier de 100, ça fait que, ok, au total, tu as la capacité d'investir jusqu'à 50 000 $.
OK? Mais en réalité, tu as une marge de 500. Maintenant, quand tu prends une position, supposons que tu veux prendre une position qui va coûter 1000, par exemple, $1000, OK? Ou bien qui va coûter $5000, OK? Une position qui va coûter 5000. Tu auras juste besoin de $50 fois 100 de levier qu'on va te donner ici. Et là, ça veut dire que pour prendre cette position de $1000, tu as dépensé juste $50. Et ces $50-là que tu as réellement dépensé dans cette position, c'est ça qu'on appelle la marge. Donc la marge, c'est tout simplement le montant réel que tu dépenses pour investir sur un actif. OK? Et c'est exactement ça. Lorsque tu perds de l'argent, supposons que tu prends des positions, tu te retrouves en perte, il va te rester de $500 ici, si il te reste finalement $400, ça veut dire que c'est ta marge qui reste finalement. OK? C'est ta marge réelle, ça. Voilà. Il y a plusieurs façons de voir la marge. Dans l'application, on l'affiche différemment, mais on ne va pas aller trop loin. On va juste rester sur ça. Maintenant que nous avons toutes les informations qu'il faut, nous allons passer à la création d'un compte chez le broker. Il y a un lien en description. Cliquez sur ce lien-là et vous allez tomber sur ce site-là, le site du broker. Et je vais mettre le lien aussi épinglé en premier commentaire. Ça vous permettra de vous retrouver facilement. En utilisant ce lien, ça va me permettre d'être lié à vous. Et dès que vous aurez des petits soucis, vous pouvez me contacter et je vais vous aider à les régler rapidement avec le courtier. OK? Donc, parfait. Après avoir cliqué sur le lien, vous tombez directement ici et vous cliquez sur s'inscrire. Lorsque vous cliquez sur s'inscrire, il y a cette page-là qui va venir. Et là, on est dans le côté créer un compte. Vous choisissez votre pays. Moi, j'ai déjà un compte, donc c'est pas nécessaire. Vous cliquez là, il y a plusieurs pays. Vous choisissez votre pays. Vous mettez votre email et vous mettez un mot de passe ici. Attention, le mot de passe doit respecter les critères qu'on a mis ici. Donc, ça doit être au moins 8 caractères, tout ça. Je vous recommande de créer un mot de passe correct que vous n'allez jamais oublier. Et vous mettez les 3 informations et vous cliquez sur continuer et vous suivez les différentes étapes. OK. Après la création du compte, vous allez vous connecter à votre compte Exness. OK. Vous allez tomber quelque part sur un truc comme ça. Vous cliquez sur, quand on clique sur accueil, je vais voir, vous allez tomber sur voilà, l'espace membre qui est là, où je vais vous expliquer un peu comment ça marche ici. OK. Pour la plupart des brokers, lorsque vous créez un compte, on vous dit de vérifier le compte. La vérification du compte, c'est quoi? Vous mettez votre nom, prénom, vous mettez toutes les informations et vous leur envoyez votre pièce d'identité qui peut être un passeport ou bien une carte nationale d'identité ou même un permis de conduire, je pense. Et ensuite, vous leur envoyez une preuve de résidence qui peut être une preuve de résidence réalisée dans un commissariat. Il y a ça se fait en Afrique. Ou bien ça peut être, la preuve de résidence peut être une facture. C'est qu'ils doivent savoir que vous vivez vraiment dans le pays que vous avez choisi et que voilà, vous n'êtes pas un robot ou bien vous n'êtes pas un bandit ou un truc comme ça. Donc, vous leur donnez la preuve de résidence qui peut être aussi un relevé bancaire qui contient votre adresse. Donc, attention, l'adresse que vous allez renseigner lors de votre inscription doit correspondre à l'adresse qui sera sur votre preuve de résidence. Voilà, donc une fois fait, le compte sera vérifié et on va vous dire que ok, tout est correct. Et voilà quoi. Maintenant, si vous avez des problèmes, vous venez ici. Vous voyez ici, il y a la possibilité de discuter avec eux en live. Donc, vous cliquez sur ça, sur votre PC ou bien même sur téléphone et vous posez des questions ici. Déjà, vous allez tomber sur un robot ici. OK? Vous allez tomber sur un robot. Voilà, on dit bonjour Roland, quoi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, tout ça. Voilà, transfert to live support. Donc, quand vous cliquez sur ça, ils vont vous envoyer à quelqu'un de physique.
à qui vous pouvez discuter réellement. Vous voyez, je suis en train de transférer à quelqu'un en live. Vous voyez, et là, il y a quelqu'un qui vient. Et si vous avez des problèmes, vous lui posez des questions et tout, et tout, et tout, et tout. Et la personne va pouvoir vous aider à régler le problème. Maintenant, si malgré ça, le problème n'est pas résolu, si vous avez utilisé mon lien, puisque moi j'ai un rapport assez particulier avec eux, moi je vais pouvoir aussi essayer de vous aider à résoudre le problème tout simplement. Vous voyez? Voilà, donc là maintenant, on me dit, ok, vous êtes en train de parler avec Victor qui va vous assister et tout et tout. Vous voyez? Voilà, donc c'est tout. Et là maintenant, je peux leur poser les questions que je veux et ils vont me répondre tout simplement. Vous voyez, mais là maintenant, je ne vais pas répondre, je vais laisser. Voilà, j'espère que vous avez compris ça. Maintenant que tout est bon, la vérification, tout est bon, vous vérifiez le compte, tout est correct. On va créer maintenant un compte démo. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous créez un compte chez un broker, vous venez chez un broker, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent immédiatement. Le broker, tous les brokers, tous les courtiers vous donnent la possibilité de pouvoir créer un compte réel, mais aussi de pouvoir créer un compte démo. Le compte démo, c'est un compte où vous pouvez mettre de l'argent virtuel, l'argent qui n'est pas réel, afin de vous entraîner et de maîtriser le trading, de comprendre le trading, maîtriser vraiment ce que vous faites avant de passer en réel. Donc, une fois que ce que vous faites en démo marche, c'est là on passe en réel. Si ce que vous faites en démo ne marche pas, ça veut dire que si vous allez en réel, ça ne va pas marcher. Donc, il faut toujours rester en démo. Vous voyez? Ce qui est bien avec ce broker aussi, c'est que vous pouvez archiver des comptes. Par exemple, ici, pour cette vidéo, j'ai archivé mes comptes réels et ça s'affiche quelque part ici. Donc, vous pouvez archiver les comptes en fait. Voilà. Donc, on va continuer et là, on va cliquer sur ouvrir un compte. On clique sur ça. OK? Et lorsqu'on clique sur ouvrir, on nous met les différents types de comptes démo qu'on peut avoir. Vous devez comprendre que c'est exactement la même chose avec les comptes réels. Donc, si on clique sur ouvrir, c'est exactement les mêmes types de comptes, mais ils les ont mis également en démo pour que vous puissiez tester les différents types de comptes que vous pouvez avoir en réel. Donc, on va cliquer sur ouvrir un compte. Et là, maintenant, une fois qu'on est là, on voit les différents types de comptes qu'on a. Le compte standard, c'est un peu comme ça pour la plupart des brokers. Donc, je vais vraiment expliquer les choses comme vous êtes débutant et vous allez pouvoir vous retrouver facilement les prochaines fois. Ils disent que pour un compte standard, vous pouvez faire un dépôt minimum de $1. Vous voyez que $1, c'est abusé. C'est ce que je vous disais l'autre fois. Je vous disais que voilà. Et avec les brokers CFD, on peut faire de très petits dépôts en fait. Vous voyez, donc on peut faire un dépôt minimum de $1. Le spread commence à partir de 0,20. Voilà, donc vous avez compris le spread, ce que c'est. Ça veut dire que les commissions qu'on aura, l'écart de prix qu'il y aura entre le prix d'achat et le prix de vente sera au minimum de 0,20 pips. Donc ça n'atteint pas 20 pips en fait. Ça n'atteint pas 1 pips, c'est 0,20 pips. Donc il n'y a pas de commission. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres commissions fixes à payer. Donc la seule commission sur un compte standard, c'est le spread qui va commencer à partir de 0,20. OK? Et là, c'est le compte pro. Le compte pro, c'est le dépôt minimum, c'est $500. Le spread, c'est quoi? C'est commence à partir de 0,10 et il n'y a pas de truc là, de commission. Donc, le spread est beaucoup plus faible ici. C'est l'avantage. Donc, ça veut dire que si vous avez peut-être beaucoup plus d'argent, minimum $500, vous pouvez choisir ce type de compte là. OK? Voilà. Ici, c'est le compte RAW. Le compte RAW spread, ça veut dire quoi? C'est très important de préciser. Ça veut dire que RAW, ça veut dire que c'est des comptes où il n'y a pas de spread. Le spread est nul. Donc, l'écart de prix entre le bid et le ask est confondu, coïncide. Vous voyez, donc, si le prix d'achat est de 1, le prix de vente est de 1. Donc, il n'y a pas d'écart. C'est pour ça qu'on a mis 0,00. Mais, il n'y a pas d'écart, mais il faut payer des commissions. Donc, quand vous prenez un lot, la commission à payer en aller-retour, en aller est de 3,5, en retour est de 3,5. Donc, ça fait 7 de commission par lot.
Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que ça veut dire aller-retour, mais comprenez que lorsque vous prenez un lot, ça va vous faire $7 de commission. Proportionnellement, si vous prenez 0,5 lot, ça va vous faire $3,5 de commission, ainsi de suite. Donc, ça vous donne une idée des commissions que vous allez payer. Donc, vous voyez que finalement, on paye toujours quelque chose. On paye toujours quelque chose, en fait. Et c'est comme ça marche. OK? Voilà. Donc, ici, c'est aussi un autre type de compte. Le spread est nul, mais il y a des commissions à payer. OK? Voilà. Donc, finalement, je vous recommande de choisir ceci. On va choisir ceci. C'est même ce qui est recommandé pour l'exercice comme ça. Voilà, ça sera parfait. On choisit ça. On va cliquer sur continuer. OK. Et là, maintenant, ils nous ont mis réel. On va choisir démo. Voilà, pour être sûr que c'est un compte démo. Regardez, le levier est très élevé. 1 pour 2000. Donc, on a la possibilité de modifier le levier. C'est ça qu'on appelle leverage en anglais. Donc, on va le modifier. Et on va choisir 100, 1%. Le capital de départ, on va choisir 500, c'est pas mal. La devise, on va choisir le dollar. Le account nickname, c'est le pseudo du compte. On va mettre, je vais mettre moi, formation. Qu'est-ce que j'écris? Maintenant que tout est correct, je vais cliquer sur créer le compte. OK. On me demande si je dois enregistrer. Pas besoin. Il y a une différence. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre le mot de passe du compte MT4 là et le mot de passe principal. Le mot de passe qui vous a permis de vous connecter à ce compte doit être différent du mot de passe là. Vous voyez, le mot de passe principal là qu'on avait au départ, il permet de nous connecter au site et il permet de déposer de l'argent, retirer de l'argent, de faire tout. Mais ça, il permet juste de se connecter au logiciel de trading. Donc, il doit être différent. Lui n'a pas besoin d'être trop compliqué, mais celui-là doit être compliqué. Si vous avez fait un même mot de passe, bon, si vous savez que vous n'allez pas le donner à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez le modifier, il n'y a pas de problème. Vous venez ici et vous pouvez changer ici l'effet de levier après. Vous pouvez renommer le compte. Vous pouvez voir les informations. Vous pouvez définir un autre mot de passe ici qu'on appelle mot de passe en lecture seule. Vous pouvez changer le mot de passe principal même ici. Et vous pouvez archiver même le compte. Donc, vous avez tout ce qu'il faut ici. OK? Donc, ça, c'est un compte démo MT5 qui est créé comme ça. Maintenant que tout est bon, on a le compte qui est prêt. Rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons utiliser ce compte-là. Nous allons nous connecter. Nous allons télécharger le logiciel de trading dans la prochaine vidéo. Nous allons, nous connecter à ce compte et nous allons commencer maintenant à appliquer tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, tous les thèmes techniques qu'on a vus. On va essayer de les revoir dans le logiciel de trading et on va même prendre des positions ensemble avec des exercices que vous aurez à faire. Voilà pour les vidéos qui vont suivre. Merci. Ce fut un plaisir. Likez cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas fait. Rejoignez-nous dans le groupe Telegram. C'était Roland Trading. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ne ratez pas cette vidéo-là. Ciao.